internationales. Vos recherches s'axent principalement sur la stratégie culturelle de la France, et sur le soft power et les sphères d'influence. Vous avez notamment étudié le phénomène de la pop culture et élaboré des comparaisons ambitieuses entre la Maison française d'Oxford et le Doctor Who. Je vais donc vous laisser la parole et vous inviter à poser des questions une fois la présentation terminée, qui, je le rappelle, se terminera à 21h, l'ensemble de la conférence. Voilà, merci beaucoup et bonne conférence. Merci. Alors déjà, est-ce que tout le monde m'entend sans micro? Est-ce que ça va? Oui? Très bien. Alors, déjà, je vous remercie d'être ici. On serait plus avec un verre de Chablis au bord des quais de Seine, avec cette chaleur. Mais vous êtes là, et j'en suis ravi. Je remercie aussi Poly et le comité culture pour m'avoir invité et me permettre justement d'évoquer avec vous quelques traits de la culture pop, son importance aujourd'hui et aussi son rapport à la puissance. Pour ça, je vais commencer mon propos en vous donnant un exemple très concret. Il y a quelques jours, j'attendais à la gare Saint-Lazare un train. Vous allez me dire, on fait beaucoup ça en ce moment. J'attendais, j'étais face au quai, départ des grandes lignes. Et là, 3 immenses affiches au-dessus des trains. Quelles étaient ces affiches? C'était pas pour le dernier Prégoncourt, le dernier Renaudot, c'était pour un manga, Isaac. Donc un manga qui se passe en Europe au XVIIe siècle, pendant les guerres de religion, et qui est édité par Ki-hoon, qui est un éditeur de manga assez connu, qui a été créé en 2003. Et donc, ces grandes affiches-là faisaient la promotion d'un manga. Très bien, je me retourne, il y avait des vidéos qui passaient en boucle, et qui évoquaient quoi? Derrière, La Casa de Papel, la fameuse série de Netflix dont tout le monde parle aujourd'hui. Et donc, qui vantait une série espagnole sur un support nouveau, qui est Netflix, plateforme de VOD. Et in fine, j'étais entouré de pop culture. Entouré. C'est le cas à peu près partout. La grande problématique, c'est que finalement, on en parle assez peu dans les milieux de la recherche et dans les milieux diplomatiques. Quand j'ai commencé ma thèse, c'était il y a 5 ans, c'était quasiment un angle mort de la recherche. Vous aviez, je pense, à peu près 800 thèses sur la diplomatie culturelle, tout le monde en parle, la coopération scientifique, tout le monde en parle, les mêmes en général, et la sempiternelle francophonie. 800 thèses, incroyable. Tout de suite, je me suis dit que je n'allais peut-être pas lire les 800 thèses et faire autre chose, plutôt que la 801e. Ce qui est un peu original pour un travail de thèse, vous en conviendrez. Ça relevait la culture pop en plus de l'interculturel, parce que finalement, quand vous cherchez un directeur de thèse, vous y intéressez, eh bien les historiens vont vous renvoyer vers les politistes vont vous renvoyer vers les sociologues, etc., etc., etc. Donc, très compliqué, finalement, de faire un travail scientifique sur cette thématique-là et sur l'influence culturelle. En plus de ça, on en reparlera, aujourd'hui, quand on parle d'influence culturelle, on parle de soft power. Tout le monde parle de soft power. Alors rassurez-vous, personne ne connaît la définition. Ou tout le monde connaît la définition passée, celle que Joseph Nye a donnée il y a maintenant des décennies, sur laquelle il est revenu de nombreuses fois. Et on se retrouve avec des articles qui ont pour titre Soft Power. Alors, pour la recherche en ligne et le référencement, c'est très bien. Continuez si vous publiez. Mais avec un contenu qui finalement pose question. Qu'est-ce que vraiment le soft power? Qu'est-ce que l'influence culturelle? Qu'est-ce qu'on comprend notre diplomatie? Qu'est-ce qu'on comprenne nos politiques, nos gouvernements, etc., etc. Pareil, quand j'ai commencé la thèse, de manière assez bête et méchante, j'ai regardé tous les documents parlementaires qui étaient disponibles au XXIe siècle. Bon. La recherche effectuée, on parle énormément de soft power, on en parle en général en mal. Pensez à Nicolas Sarkozy, alors président de la République, qui à la 19e conférence des ambassadeurs parle du soft power comme le paravent au renoncement. C'est quand même pas terrible pour l'influence culturelle. On parle un peu d'influence culturelle, on parle beaucoup de coopération culturelle,
on ne parle pas de stratégie culturelle, et alors la culture pop, on en parle encore moins. Bon. Donc finalement, le but de l'intervention d'aujourd'hui, ça va être de détourner un peu le regard sur un phénomène qui est colossal et dont on ne parle pas à sa juste mesure, a fortiori en termes de puissance. On parle énormément de diplomatie culturelle classique, c'est très bien, de problèmes budgétaires, c'est très bien. Vous avez sûrement des milliers de publications sur ça. Mais là, on va parler de complètement autre chose. On va parler du rôle du privé, on va aussi parler évidemment du public, mais loin de critiquer la diplomatie culturelle, on va voir comment elle peut être renforcée par la culture pop. C'est tout l'objectif de cette présentation. La culture pop, en plus de ça, finalement, elle monopolise notre attention. Aujourd'hui, vous savez qu'on est dans une économie de l'attention, on a assez peu de temps. Donc quand on regarde toute une série sur Netflix, c'est le temps qu'on ne consacre pas à lire des ouvrages, à faire des expositions, à aller au théâtre, à avoir une culture qu'on pourrait appeler, comme Bourdieu, une culture cultivée ou d'élite plus savante. Donc finalement, la culture pop, elle tend à remplacer aussi, en apparence, une autre forme de culture. Et en plus de ça, la culture pop, c'est le repère vraiment de l'influence. On y fait passer des messages, plus ou moins implicites, qui vont façonner des générations. Et donc l'objectif, ça va être de remettre la culture pop à sa juste place et finalement beaucoup de parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur et je trouve que c'est l'une des thématiques les plus importantes au niveau de cette recherche-là, qui est l'hybridation de la culture. On a une culture de plus en plus hybride et on va voir pourquoi. La culture pop, par certaines personnes, elle est méprisée ou elle est dévaluée comme la culture populaire à l'époque. Or, la culture pop est intimement proche à la fois de la culture populaire et de la culture d'élite. C'est une vraie passeuse. Donc on va évoquer ça. Et par la culture pop, eh bien, on peut accéder à une culture qu'on appelle savante. On peut très bien se mettre à lire Victor Hugo en passant par un manga. On peut très bien écouter pour la première fois Chopin en jouant à un jeu vidéo. Ou on peut très bien ne jamais lire Victor Hugo. Vous savez qu'en général, on a plus relu Victor Hugo que lu, tout le monde. Ou ne jamais écouter Chopin. Je vais commencer brièvement, pour ne pas perdre de temps, par définir la culture. Et encore plus, pour ne pas perdre du temps, je vais éviter de la définir. Parce que la culture, finalement, aujourd'hui, on a des acceptions très différentes. Bon. Vous avez une définition qui est plutôt une description qui est communément admise, celle de Taylor, je vous la lis pour votre culture générale, qui la définit comme un ensemble complexe, incluant les savoirs, les croyances, l'art, les mœurs, le droit, les coutumes, ainsi que toute disposition ou usage acquis par l'homme vivant en société. Vous voyez que c'est une description. Lévi-Strauss, dans l'ouvrage Hommage à Marcel Mauss, reprendra ce type de définition, de description, etc. Donc finalement, la culture, la définir relève du morceau de bravoure, sinon du défi intellectuel ou du serpent de mer. Donc on va plutôt voir, ce dont on parle beaucoup, c'est les oppositions culturelles. Et là, évidemment, on va penser à la distinction. Alors la distinction, ça tombe bien, c'est aussi le nom de l'ouvrage de Bourdieu qui l'évoque, Bourdieu et Passeron. La distinction, qu'est-ce que c'est ? Bourdieu va nous dire, on a deux formes de culture. On a une culture cultivée, d'élite, savante, vous avez un nombre de termes jusqu'à plus soif, et une culture populaire. Et il y a une culture qui a l'ascendant sur l'autre. Évidemment, c'est la culture savante. Bon. Cette culture savante, elle est difficile d'accès, de par ses codes. Par exemple, imaginons un ballet à l'Opéra de Paris. Elle peut être très chère aussi. Donc, difficile d'accès de par les codes et son coût. Bon. À côté de ça, vous avez une culture populaire qui, elle, est plus accessible, que ce soit par les codes ou que ce soit par le coût. Tout ça va aujourd'hui être relativisé. Cet ouvrage date d'il y a plusieurs décennies, on est bien d'accord. Exemple type, pour la relativiser, les industries du luxe. À l'origine, les industries du luxe sont vraiment des objets inaccessibles. Aujourd'hui, quand on regarde les premiers sacs de LVMH, ils sont très accessibles et beaucoup de gens en ont. Or, LVMH a été pensé pour produire des biens de luxe, donc des biens dont on augmente le prix pour les vendre parce qu'on se distingue socialement. Bon. Deuxième exemple, un sport populaire, le football. Allez voir un match au Parc des Princes, à Paris-Monaco. Si vous en sortez à 250 € la place pour des bonnes places, c'est déjà le bout du monde. Donc on a une hybridation de la culture de plus en plus forte.
Ici, on va parler de la culture pop. La culture pop, on l'a rarement définie. On en a beaucoup parlé, mais les milieux qu'on parle en général, c'est plutôt des milieux spécialisés, justement, dans les mangas, les jeux vidéo, la bande dessinée. Ce ne sont pas forcément des chercheurs. La culture pop, personnellement, je la vois comme l'évolution de la culture populaire en partie. C'est-à-dire que c'est une culture qui est apparue à la fin du XXe siècle et qui continue donc en ce début du XXIe siècle, qui est nourrie principalement par le monde anglophone et aussi par l'Asie de l'Est, notamment le Japon et la Corée. Aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'on a notamment des techniciens audiovisuels qui ont à la fois la culture anglophone, anglo-saxonne, et la culture asiatique. Donc on a des personnes qui ont été baignées dans la culture pop et qui ont une créativité extrêmement importante, et on reviendra sur ça plus tard. En plus de ça, la culture pop, elle est véhiculée par des vecteurs nouveaux qui sont issus de la révolution numérique. Social, les plateformes de VOD, donc de vidéos à la demande, etc., etc. Donc la culture pop, c'est pas seulement un contenu, c'est aussi un contenant. Et on reviendra sur Netflix, notamment, et son rôle aujourd'hui. En plus, qui fait l'actualité. Ce qui est là aussi intéressant, c'est que si on prend la culture pop comme une troisième forme de culture, eh bien on se rend compte qu'il y a des éléments qui appartiennent aux trois cultures. Culture savante, culture populaire et culture pop. Je vais vous donner un exemple. On parlait des sacs Vuitton. Bon. Vuitton, on va dire que c'est quand même, on en parlait malgré finalement des produits qui deviennent accessibles en partie. Bon. Malgré tout, Vuitton véhicule une image du luxe à la française. Comme dit souvent Bernard Arnault, le PDG de Vuitton, quand on lui parle d'Apple et du succès d'Apple, il dit oui, mais le jour où Apple absorbera Vuitton, Apple deviendra éternel. Parce que dans 100 ans, on n'aura peut-être plus d'iPad, mais on boira toujours du champagne. Et quand on voit Vuitton se développer, notamment en Asie de l'Est, et prendre pour la première fois, une des premières fois, il y a eu quelques essais, mais qui étaient bien plus mineurs, une égérie, qui est un personnage de culture pop, qui est une héroïne de Final Fantasy XIII, Lightning. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on va faire toute une campagne publicitaire sur un personnage de culture pop qui n'existe pas, parce qu'on sait qu'on va vendre avec. Et on ne va pas prendre un ou une mannequin très très connu. Autre exemple, je vous ai parlé brièvement de football. Bon, le football, sport populaire par essence, on est bien d'accord. Mais le football, tout le monde connaît ici, je pense, Olivier Tom. C'est un manga, c'est de la culture pop. Peut-être ici certains ont lu ou surtout relu La Peste de Camus. La Peste de Camus, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un hommage au football. Quand vous avez le personnage principal, Rambert, qui se lie d'amitié avec Gonzalez, il se lie d'amitié autour du football. Et Rambert, c'est la personne de Camus. Donc on voit qu'à la fois dans culture d'élite, culture populaire et culture pop, on a des produits, c'est un terme culturel, qui se baladent entre tout ça et qui finalement peuvent être vus de différentes manières. Donc nous, on va parler de la culture pop dans une acception assez large, pour englober le maximum de choses. Je vais passer très rapidement, mais quand on parle de culture pop et d'influence, on devrait parler, plus que de soft power, de stratégie culturelle. Et c'est ça qui aujourd'hui est très surprenant, et moi qui m'a beaucoup surpris. Parce que quand j'ai commencé ma thèse sur la culture pop et l'influence, les messages qui ont fait passer, je me suis mis très vite à travailler sur finalement l'influence culturelle tout court, et à rencontrer des entités publiques, des entités privées, mais toutes les entités publiques que j'ai rencontrées m'ont dit on fait de l'influence culturelle. Et je leur ai dit mais vous avez une stratégie? Pas forcément. Donc c'est effectivement plus ou moins efficace. Or, la stratégie culturelle, si on devait la définir, ça n'a pas été défini. Ça n'apparaît jamais dans les documents parlementaires. Vous l'avez, stratégie culturelle européenne, dans des notes d'information, ce genre de choses. Mais pas dans les documents parlementaires. Si on devait la définir, c'est un État qui prend tous les vecteurs à sa disposition, toutes les facettes de sa culture, toutes ses ressources culturelles, et qui va favoriser leur exportation, qui va essayer d'influencer par ces ressources. Ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas forcément. Et je vais commencer vraiment la conférence. Donc, le but, c'est de faire quelque chose d'assez synthétique. On ne pourra pas tout évoquer, mais c'est de voir certains chemins, certaines productions culturelles, et essayer de réfléchir un peu ensemble sur tout ça. Donc, l'objectif de la conférence, je vous l'ai dit, c'est de dépasser la diplomatie culturelle. Je suppose que vous êtes rendu à énormément
de conférences sur la diplomatie culturelle, sur la coopération scientifique, sur la francophonie. On en a jusqu'à plus soif, donc je vous laisserai y aller peut-être après. Mais on va essayer de dépasser ça et de voir autre chose. Voir, si j'étais un petit peu, vulgaire, ce qui marche. Bon. Dépasser le soft power. On en parle beaucoup de soft power, le but c'est de le définir, mais on va essayer de le dépasser. Dépasser les fameux classements, on reviendra dessus. Oui, la France, incroyable, est première au classement sur le soft power. Extraordinaire. Seulement ce classement-là, la méthodologie, elle est un peu bancale, fait en partie par une entité privée, américaine. Bon, l'intérêt est très limité. On peut se gargariser de tout ça, mais on est en train de sombrer en partie. Voilà. Mais on peut très bien sombrer en se gargarisant, c'est très possible. Considérer la culture pop dans les jeux de puissance, et surtout, la majeure partie de notre propos, ça va être justement de l'illustrer par des objets thématiques et par des objets géographiques. Voir ce qui marche, voir comment on fait passer des messages dans la culture pop et pourquoi ça influence. Alors, dépasser la diplomatie culturelle. Le PowerPoint, rendez-le sur ordinateur. Donc, la diplomatie culturelle, quand on pense à celle-ci, on pense à des projets pharaoniques. Ici, vous reconnaissez le fameux Louvre à Abu Dhabi, l'Arlésienne, qui a été inaugurée en novembre l'année dernière, donc 2017, et la Sorbonne à Abu Dhabi. Bon, la Sorbonne à Abu Dhabi qui est inaugurée en 2006. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais on voit bien, peut-être que vous le savez, qu'Abu Dhabi a essayé, in fine, de se positionner par rapport à la culture et à la langue française au moment, en 2006, où celle-ci perdait du terrain, notamment en Égypte, au Caire et au Liban, à Beyrouth. Donc on pense à ces projets qui sont extraordinaires. On pense aussi à finalement toutes les institutions de différentes échelles qui sont célèbres dans le monde entier. Vous avez en haut le Palais Grassi, qui est la Fondation Pinault, à Venise, qui est un formidable musée d'art contemporain, qui ne vaut peut-être pas tant par sa collection que par la vue, vraiment, qu'il offre sur Venise. C'est une collection qui est quand même très très belle. Il faut aimer le blanc, surtout. Vous avez à côté la façade du lycée français de New York. Le lycée français de New York qui est quand même l'incarnation, finalement, des établissements d'enseignement français à l'étranger, qui comprend, alors, au dernier chiffre, c'était environ 1400 élèves, donc c'est quand même très important. Mais malgré tout, les établissements d'enseignement français de l'étranger, si vous regardez un petit peu leur disposition sur une carte, stratégiquement, c'est assez curieux. On est vraiment sur la défensive. Je vous disais qu'on perd des pieds en Égypte, au niveau de la francophonie, on perd pied au Cambodge aussi. Et donc on essaye, in fine, tant bien que mal, de rattraper ça, et des zones, là aussi je mets ça entre guillemets parce que c'est un terme qui pourrait être un peu curieux quand on parle de culture, à conquérir, finalement, eh bien on n'y va pas. On a très très peu de lycées français en Asie, très peu en Amérique latine par rapport à la population. Et puis, alors ça, je pensais sûrement moins, mais j'ai eu le plaisir d'être accueilli par cette institution et je voulais toucher un mot sur celle-ci, c'est la Maison française d'Oxford. Bon. La Maison française d'Oxford, c'est une institution qui est unique au monde, quelque chose qui est très particulier, et finalement, le destin de cette maison française, ça résume presque le destin de l'influence culturelle à la française. Je vous brosse la situation de manière très synthétique. Cette maison-là, elle est pensée dans les années 40, en pleine Seconde Guerre mondiale, par Claude Schaffer. Claude Schaffer, c'est un archéologue célèbre, et qui était fellow au St. John's College, qui va la penser, et qui va mettre sur pied une maison où on va parler français, on va accueillir des anglo-saxons pour apprendre les savoir-être, savoir-vivre et la langue française. Une sorte de sub-faculty de français. Bon. Cette maison-là, ça va être un projet extraordinaire. Nous sommes le seul pays à l'avoir à Oxford. Seulement, de plus en plus, au fur et à mesure que les années vont passer, ça va devenir de plus en plus franco-français. Le CNRS va prendre la main dessus, et aujourd'hui, finalement, il y a essentiellement des Français qui y vont, et on fait de la recherche de très très haut niveau. Là où à l'origine, on voulait vraiment influencer, là vient le terme finalement de soft power, même si c'est avant le concept de Joseph Nye, et finalement aujourd'hui c'est devenu un organe de communication scientifique de très haut niveau, évidemment, et qui n'influence plus personne. Pour anecdote, quand je suis allé dans cette maison française d'Oxford, j'arrive à Oxford, très beau temps, c'est une journée formidablement ensoleillée pour le pays. Quelques années, c'était
extraordinaire. Et il fait toujours beau temps à peu près quand j'interviens. Et je trouve pas la maison française. Une Galloise s'arrête pour m'aider. Elle me dit, voilà, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche la maison française d'Oxford. Elle me dit, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est l'entité fer de lance de la France en Angleterre, voyons. Et elle me dit, ok, c'est où? Bon, on y va. Elle me dit, mais pourquoi vous venez là? De quoi parlez-vous? Je dis, écoutez, je vais parler d'influence culturelle, etc. Et puis de production culturelle britannique, notamment Doctor Who, la série. Et là, elle me dit, mais attendez, j'étais figurante sur Doctor Who. Elle me dit, tout le monde regarde ça partout dans le monde. Je lui dis, c'est vrai. Elle me dit, quand même, vous faites une étude sur l'influence culturelle, alors que ça se voit que nous gagnons complètement. Finalement, elle avait résumé peut-être 50 thèses, ce qui, ma foi, m'a fait gagner du temps. Mais nous sommes mauvaise langue. Je suis mauvaise langue, parce que l'impact, souvent, est maximal. Alors, évidemment, c'est un peu provocateur, mais là, vous avez un colloque de la Maison française d'Oxford sur Balzac et l'Angleterre, des colloques de très haut niveau, mais qui finalement attirent assez peu de personnes. Vous avez 30, 40, 50 personnes, et souvent, si vous avez vécu à l'étranger, vous avez des soirées d'ambassade, des colloques et des conférences, c'est de très bon niveau, c'est très bien. Mais en général, il y a assez peu de monde, et notamment assez peu de personnes jeunes, parce que c'est très austère, c'est très complexe d'accès, et a fortiori pour des gens qui ne parlent pas le français, c'est très difficile de comprendre ça. Juste en dessous, vous avez un concert au Zénith de Paris en 2014 du groupe BAP, l'acronyme, toujours très modeste, de Best Absolute Perfect. Un groupe de K-pop coréen qui va réunir au Zénith de Paris plus de 4000 personnes. Le Zénith, maximum, c'est 6005. Ils vont réunir plus de 4000 personnes en 2014. Si vous regardez le taux d'apprentissage du coréen, a fortiori aux langues étrangères, depuis quelques années, il explose. Il explose. Regardez le taux d'apprentissage du français à Oxford. Là, c'est de la culture pop. Là, c'est de la culture classique. Le but, c'est pas de la remplacer, la culture classique. C'est de faire les deux choses pour être le plus influent. Alors, pourquoi je vous l'ai dit, une saturation de la recherche? Il y a des centaines et des centaines de thèses qui parlent de la diplomatie culturelle. Je vous renvoie notamment à celle de Daniel Heiss, qui l'a soutenue il n'y a pas longtemps. Ça doit être en 2010, à l'Université de Montpellier, sur la diplomatie culturelle française et la coopération scientifique, qui est très bien. Donc, finalement, on peut toujours essayer de faire plus. Mais beaucoup de choses ont déjà été faites. Et pourquoi pas privilégier l'exploration? Pourquoi pas privilégier l'interdisciplinarité? Parler d'économie, de sciences politiques, de relations internationales. Je ne cherche pas à vous embrigader pour faire une thèse. On est bien d'accord. Et relativiser la portée actuelle de la diplomatie culturelle. On a une portée. La France est connue. Mais, in fine, on tend un peu à perdre du terrain. Et on tend surtout, finalement, à perdre nos symboles. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Dépasser le soft power. Alors, dépasser le soft power, c'est un concept déjà qui a toujours existé. Vous savez bien, Joseph Nye n'a pas inventé grand-chose, il l'a écrit surtout en réponse à Paul Kennedy, auteur de Naissance et déclin des grandes puissances, pour dire, voilà, bon, grosso modo, les États-Unis vont toujours être une hyperpuissance, les États-Unis ne vont pas sombrer, parce qu'on va passer par le soft power. Donc le soft power passe notamment, on parle beaucoup de la culture, mais c'est aussi les valeurs et les institutions. Bon. Et le soft power, in fine, c'est la séduction. C'est arriver à séduire, ce qui le distingue de la propagande. Malgré tout, c'est un concept caméléon. Si ça vous intéresse, il y a une formidable thèse qui a été écrite par Gwenaël Calcerada à l'EHESS, ça doit être en 2012 de mémoire, sur le soft power, une notion caméléon. Et c'est l'étude de la notion de soft power chez les néoconservateurs américains. Un concept évolutif, finalement, Joseph Nye revient beaucoup sur sa définition. Il va inclure davantage de choses, il va s'élargir, parce que Joseph Nye, il a eu des écueils comme d'autres penseurs. On lui a dit, mais oui, le problème, c'est que cette théorie, elle ne marche pas tout le temps. Et enfin, penser la stratégie culturelle, essayer d'aller voir plus loin et vraiment englober la culture pop. Dépasser les classements, alors là, ça va être très rapide. Le problème des classements, vous savez qu'on est arrivé premier l'année dernière dans le classement The Soft Power 30, le Soft Power 30, qui est fait à la fois par un centre de recherche de l'Université de Californie du Sud et aussi par un cabinet Portland américain. Bon. Le
problème déjà, c'est qu'une entité privée américaine fait un classement sur le soft. Ok, pourquoi pas. L'autre problème, et ça c'est assez intéressant, c'est que même eux ne sont pas ultra confiants sur leur méthodologie. Quand on lit leur rapport, ils disent oui, mais la méthodologie, on a fait des choix. Eh oui, on peut pas tout dire. Le problème, c'est qu'effectivement, les choix vont impacter directement le classement. En plus, Portland, comme le centre des recherches, ils font quoi? Ils font de la com politique. Oui, la France, on en a parlé de par le monde. C'était par l'élection d'Emmanuel Macron. C'était pas par de l'influence culturelle. Ça n'a rien à voir. Dans ce classement-là, qui est le classement un peu le plus magnifié, finalement la Corée du Sud est très très loin. Alors que la Corée du Sud, à travers la Hallyu, la vague coréenne, est une des puissances culturelles les plus importantes et fascinantes du monde. Et puis en plus, la temporalité. Comment vous voulez mesurer chaque année l'influence culturelle d'un pays? L'influence culturelle d'un pays, ça ne se mesure pas in fine chaque année, ça se mesure sur une génération. On voit les références d'une génération. Donc les classements, on va essayer de dépasser un peu ça. Et donc, on va voir pour considérer la culture pop et son rôle. Alors aujourd'hui, à l'affiche, vous avez un film dont on parle beaucoup, qui est Ready Player One. Bon, qui est en grande partie l'adaptation d'un roman, Player One, d'Ernest Cline, de 2011, coproduit et réalisé par Spielberg, et qui est une sorte d'hommage à la culture pop. Il a énormément de défauts. On est bien d'accord là-dessus. Il a énormément de défauts. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir Spielberg, avec l'âge qu'il a, faire un film hommage à la culture pop. C'est-à-dire que la culture pop, elle a une histoire. C'est pas quelque chose qui est apparu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Elle a une vraie histoire. Et ces codes sont partout. Et à un moment, il y aura les personnes qui connaissent les codes et ceux qui ne les connaissent pas. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est beaucoup sur des combats d'arrière-garde, la France. Vous avez par exemple ici Netflix. Netflix, je ne sais pas si vous le savez, mais on en parle beaucoup aujourd'hui par rapport au Festival de Cannes. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Netflix et le Festival de Cannes? Je vous brosse le tableau. L'année dernière, en mai 2017, vous avez 2 films Netflix qui entrent en compétition officielle à Cannes. Dans les 2 films, vous pouvez notamment Okja, qui est un peu le film qui a été extrêmement mis en avant. Bon. La problématique, c'est que les exploitants se sont levés, une partie de la direction du festival, en disant « Non mais attendez, on permet à des films issus d'une plateforme de streaming, de VOD, de candidater. Ces films-là qui ne respectent pas, alors si vous avez fait de l'infocom, ça va vous parler, la sempiternelle chronologie des médias. Chronologie des médias, on sort d'abord en salle, et après un certain laps de temps, on peut sortir en DVD, etc. Ils ne respectent pas. Qu'est-ce qui se passe cette année? Netflix, ah non, vous êtes sympathique, mais vos films ne vont pas entrer en compétition officielle à Cannes. Autrement dit, pour vous faire un petit tableau, vous avez 3 films qu'on ne va pas voir en compétition officielle à Cannes, notamment. Vous avez Roma, le dernier d'Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, c'est un double Oscar en 2014 pour Gravity, réalisation, montage. Son film qui est réalisé, qui arrive quasiment 5 ans après Gravity, on ne va pas le voir au Festival de Cannes en compétition officielle, un réalisateur majeur. On ne va pas voir Norway de Paul Greengrass. Paul Greengrass, c'est bon, la saga de Jason Bourne, mais c'est aussi un homme qui a obtenu pour Bloody Sunday, l'Ours d'Or de Berlin, le prix du public du Festival de Sundance en 2002, etc. Donc aussi un réalisateur important. Et puis troisièmement, et alors là c'est quand même extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Netflix a investi dans un projet maudit d'Orson Welles, qui s'appelle The Other Side of the Wind. Ils ont investi massivement, et le film va sortir sur la plateforme. Un film d'Orson Welles, qui date des années 70, un film maudit, dont la bande originale est signée par Michel Legrand, récemment. Michel Legrand, triplement oscarisé, notamment pour l'affaire Thomas Crown. Eh bien, ça ne va pas être présenté en compétition officielle au Festival de Cannes. Et c'est très curieux. C'est très curieux parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, j'ai noté la date en 2010, vous aviez une palme d'or qui avait fait beaucoup parler à l'époque, c'était Uncle Boonmee. Uncle Boonmee, ça vous parle peut-être, et ses vies antérieures, etc. C'est un film thaïlandais. Mais le problème, c'est que ce film-là, il a trouvé un distributeur en salle le jour du palmarès. C'est-à-dire qu'il était accepté au Festival de Cannes, alors qu'il n'avait pas de distributeur. Pour expliquer ça à Netflix, après, c'est compliqué. En plus, ce qui est
finalement très limité. Alors, évidemment, on se fait incendier par la presse internationale, par rapport à choix Netflix, on est bien d'accord. Où les journaux se gargarisent du fait que finalement, on ne va pas pouvoir faire bouger les Français, etc. Mais c'est que la France, c'est pas seulement Paris, c'est pas seulement Bordeaux, c'est pas seulement Marseille. Vous avez énormément de régions où c'est très difficile, des fois, de voir certains films en salle, très difficile, ou quand vous les avez en VO, finalement, c'est comme une journée de soleil en Angleterre, c'est très rare. Et en plus de ça, souvent un matériel qui n'est pas forcément un matériel de qualité pour le voir. Donc, quelque part, on lutte contre des moulins à vent. Parce que qu'est-ce qu'était Netflix à l'origine? Netflix, c'est une société qui date de la fin des années 90, qui à l'origine faisait de la vente de DVD par correspondance. Elle vendait des DVD là où les gens n'avaient pas accès au cinéma. Et donc là, quelque part, à mon sens, pas que seulement mon explication, c'est pas seulement moi, on est en train de faire une erreur majeure en refusant Netflix. Parce que Netflix, justement, c'est un vecteur de culture pop. C'est un contenant et il a aussi du contenu. Alors, on va illustrer le propos, parce que c'est quand même finalement ce qui va nous permettre d'être le plus rafraîchissant, avec des exemples. Le premier exemple, ça va être l'Asie de l'Est. Japon, Corée du Sud. Alors, on parle beaucoup du Japon et de la Corée du Sud, ce sont des hyperpuissances culturelles. Le Japon, on l'a été, et toujours, et la Corée du Sud a connu une ascendance très forte à travers la Hallyu, la vague coréenne, qui est d'abord apparue en Chine, c'est ça qui est intéressant, en Chine, dans les années 90. Et donc, accrochez-vous bien à ce qui va suivre. Alors, suspense, ça sera juste après. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un cosplay digne des plus belles heures de la Japan Expo, voilà, quand le budget n'est pas forcément au rendez-vous. Vous avez deux personnages de Dragon Ball Z. Vous avez Son Goku, le héros, qui est finalement le maire de la ville. Donc, c'est une ville qui s'appelle Kurayoshi, qui est dans la préfecture de Totori, qui est au nord d'Okayama. Okay. Et vous avez à côté un autre personnage, Majin Buu, mais qui est à l'intérieur de ce costume? Eh ben, c'est l'ancien ministre de la Défense, ministre de l'Agriculture, qui arrive comme ça. Imaginez un peu Jean-Yves Le Drian, arriver à l'île comme ça. Pour nous, ça nous paraîtrait incroyable. Et là, vous avez l'inauguration du musée de la figurine. Musée de la figurine, et vous avez une personnalité majeure, plusieurs fois ministre, qui arrive comme ça, et ça semble normal à tout le monde. Pensez aussi, par exemple, à Shinzo Abe. Shinzo Abe, qui est apparu déguisé en Super Mario, lors de la célébration, la clôture des JO d'été de Rio, en 2016. Ce qui me permet de dire un mot d'ailleurs sur tout ce qui est animé, série, etc. En France, on le traite assez peu. Et pourtant, il y a une génération, dans la mienne, qui ont été complètement bercés par ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on prenait des animés japonais, parce que ça coûtait pas cher. Ça coûtait pas cher du tout. On mettait le paquet. Il y a eu des chefs-d'œuvre, comme Akira, etc. D'ailleurs, si vous regardez Ready Player One, ils prennent quand même les spectateurs en disant, vous avez vu, c'est la moto d'Akira. Très bien, c'est la moto d'Akira, qui d'ailleurs a le design d'une moto de Tron, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les animés, eux aussi, en sont fanats, des figurines aussi si vous allez au Japon, et les hommes politiques n'ont pas peur de dire, mais bon, voilà, nous on vient, on est déguisés, c'est normal le cosplay. À côté, quelque chose d'un peu moins réjouissant, mais qui est quand même intéressant. Alors, un peu moins réjouissant, ça s'est passé en janvier 2015. Vous aviez deux ressortissants japonais qui ont été capturés par Daesh, ISIS, et pour lesquels on avait demandé une rançon de 200 millions de dollars. Le gouvernement japonais a dit qu'il ne négocierait pas avec les terroristes, s'est activé diplomatiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Japonais ont lancé un hashtag, vous le voyez là, Kuzokora Guranpure, qui grosso modo veut dire le grand prix du montage le plus pourri de l'État islamique. Et ils ont lancé ce montage-là, et vous avez eu énormément, des milliers de tweets, voilà encore un personnage de Dragon Ball, de One Piece, etc., pour se moquer finalement des terroristes. C'est très fort. Vous avez deux de leurs ressortissants, imaginez si nous aussi, ça qui s'affiche pour des personnes capturées, on met des photos de Tintin à côté, de Valérian, etc., ça a passé là-bas pas du tout. Bon. Donc c'était quand même intéressant, parce que le Japon, finalement, à travers sa société civile, et là c'est un des vecteurs les plus importants du soft power, c'est la société civile, c'est les individus, se sont mobilisés
vraiment, pour finalement servir de la culture pop, pour quelque part se moquer d'un crime, etc. On va repasser à quelque chose de plus réjouissant. Vous avez ici, on est vraiment dans l'actualité, une formidable photo de Pikachu en Pokémon déguisé en surfeur. Pourquoi ? Parce que vous avez la Ligue de surf japonaise qui vient de signer un partenariat il y a quelques semaines avec la Pokémon Company. Ce partenariat-là leur permet de se servir d'utiliser Pikachu pour des campagnes marketing, mais aussi pour des chansons thématiques. C'est extrêmement intéressant parce que, ça ne nous a peut-être pas échappé, le partenariat va courir jusqu'en 2020. Or 2020, c'est les JO de Tokyo, et c'est la première fois où le surf va être présent aux Jeux Olympiques. Donc, l'équipe du Japon, qui représente le pays pour la première fois où le surf va être en compétition officielle, alors bien sûr, ils seront champions du monde, etc., eh bien, va mettre un personnage de culture pop, l'un des plus emblématiques, en devanture. On va continuer avec la Corée. Alors, la Corée, vous avez ici une citation d'une personne qui travaille dans une agence coréenne qui veut dire, voilà, nous, notre objectif, grosso modo, ça va être de propager la musique mainstream, donc vraiment ce qu'on peut appeler la K-pop, hors de l'Asie, notamment en Europe et en Amérique. Et c'est très intéressant parce que cette agence-là, c'est une agence gouvernementale, créée en 1978, qui soutient, notamment financièrement, mais aussi stratégiquement, les productions, et qui finalement va dire, nous, on a une stratégie. Cette K-pop, cette culture, on va dire, mainstream coréenne, ce qu'on appelle la Hallyu, la vague, eh bien, on va la faire déferler sur d'autres continents, on va conquérir des marchés. Ils n'ont pas peur de le dire, pas du tout. Et donc là, vous avez deux images. Vous avez à droite, alors ça c'est très intéressant, vous avez deux françaises, parce que ça se passe au Zénith de Paris, donc toujours le Zénith, c'était cette fois-ci en 2011. Et c'était la première fois qu'il y avait un concert de K-pop au Zénith de Paris. Ce concert-là avait attiré quasiment 6500 personnes. Donc tout le Zénith de Paris, où c'était une succession de chanteurs d'un label. Donc c'est quand même très important. À côté, vous avez ce qu'on appelait les flash mobs, on en fait un peu moins aujourd'hui, flash mob K-pop, là en 2012, donc au Trocadéro, devant la Tour Eiffel. Et là encore, il y avait des centaines de personnes. Bon. Donc ça, c'est vraiment de la culture pop et de l'influence. C'est pas autre chose. Quand on voit les taux d'inscription en coréen qui explosent à l'INALCO ou à Paris Diderot, c'est beaucoup par ça. C'est pas par la poésie classique coréenne. Alors, on va changer de continent. On y reviendra un petit peu après. On va parler très rapidement de la Grande-Bretagne. Alors, je vous l'ai dit, pour ma part, j'ai beaucoup écrit sur Doctor Who. Je considère que c'est une série assez sensationnelle et qu'en plus qu'elle incarne vraiment l'influence culturelle à la britannique. Si vous ne connaissez pas Doctor Who, vous connaissez peut-être Sherlock. C'est les mêmes showrunners, Stephen Moffat et Mark Gatiss. Là, vous avez une image tirée donc d'un épisode spécial qui s'appelle Day of the Doctor, qui est grosso modo un épisode qui a ramené énormément de spectateurs, plus de 700 000 sur France 4 en France. France 4, c'est pas TF1. Donc 700 000 téléspectateurs, c'est incroyable, qui a été diffusé dans de nombreuses salles de cinéma, etc. Et là, vous avez David Tennant, qui est le 10e Docteur, avec la reine Elisabeth. Voilà. Donc c'est très intéressant, c'est que cette série va se permettre de convoquer beaucoup de personnes issues de l'histoire, à la fois britannique, mais aussi française, germanique, etc., d'autres pays, pour justement les faire parler. Et, in fine, on va véhiculer beaucoup de messages comme ça. Ça va être une série où on va énormément pouvoir influencer. Cette série-là, pourquoi je vous en ai parlé ? Parce que c'est une série qui a été créée au début des années 60. Et c'est une série, pour lui en parler, que j'ai comparée à la Maison française d'Oxford parce qu'elle a connu un destin complètement différent. C'est-à-dire qu'elle est créée à peu près dans les mêmes années, et à la base, c'est une série vraiment pour éduquer au niveau scientifique les jeunes britanniques. Bon. Sauf que de plus en plus, elle va prendre de l'importance. Pour faire simple, cette série-là a un atout incroyable, c'est que le docteur ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'il va se régénérer sous la forme d'un nouvel acteur. Donc grosso modo, vous régénérez la série constamment. C'est un pitch assez intéressant. Et finalement, ça va devenir un objet d'influence majeur de la BBC, avec tous ses spin-offs, Torchwood, etc. Donc ça, c'est intéressant. Parce que quand la Maison française d'Oxford avait pour but justement d'influer culturellement, et qui est devenue ultra scientifique,
Une série qui était beaucoup plus réduite, elle, à côté, est devenue une série qui influence énormément. Donc on a eu des destins croisés, complètement. Alors, je vais vous parler de la France, et je voudrais passer un bon moment sur cette partie-là. Ça va vraiment être en quoi aujourd'hui la culture pop est très liée à la culture d'élite. Alors, la culture d'élite, c'est un terme qui est employé régulièrement. On ne va pas faire de la recherche ultra poussée, mais quand vous lisez culture d'élite, culture cultivée, culture savante, haute culture, c'est à chaque fois la même chose. Et donc, prenons la France. J'allais, mes moments perdus, à la FNAC. Et je vais vous montrer, je l'ai mis un petit peu après, donc ça sera mes moments vraiment perdus, puisque ce sera après. Je vais vous parler de ça avant. Ça, je vais passer rapidement. En fait, la France, on a pris des exemples, un petit peu de culture pop, notamment par le public, avec ici la reprise de Lapin Crétin, ce qui a été le succès créé par Michel Ancel, etc., le créateur de Rayman, et qui aujourd'hui est vraiment devenu indépendant de Rayman, qui est vraiment l'une des productions majeures d'Ubisoft. Et on reprend beaucoup cette image-là. Cette image-là de Lapin Crétin, c'est devenu un partenaire de Renault en 2009, de Coca-Cola Zéro en 2010. C'est devenu aujourd'hui le partenaire de l'UNICEF, l'année dernière. Et finalement, vous voyez, je regardais un petit peu les affiches avec de la culture pop faite par la diplomatie culturelle, donc par le Quai d'Orsay. Et là, vous avez le Lapin Crétin qui est marqué « Ceci est un ambassadeur ». Voilà, jeu de mots sur « Ceci n'est pas voilà, Magritte, s'il nous écoute. Bref, mais voilà, seulement une représentation comme ça, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement prégnant. Voilà. De même, la grande problématique, c'est que souvent on ne connaît pas nos propres productions à l'étranger. Ici, c'est pendant une course de charité à Tokyo, et où on se déguise en mignons. Donc les mignons, c'est les fameux personnages, je ne sais pas si vous les connaissez, du film, donc Moi moche et méchant, bon, qui sont un phénomène international, vraiment. Et là, cette course de charité, elle regroupait 10 000 personnes, toutes déguisées en mignons. Bon. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ce film-là, Moi moche et méchant, il a été, c'est un film d'animation en 2010, il a été produit par des sociétés américaines, bon, très connues, mais il a été entièrement réalisé par un studio français. Il s'appelle McGuffline. Et les personnages spécifiquement des Mignons ont été pensés par le français Pierre Coffin. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand vous allez à l'étranger, vous parlez de Mignons. Tout le monde va connaître. Personne ne va savoir que c'est français. Personne. Personne. Et tout le monde adore. Donc c'est intéressant parce qu'on a aussi des productions culturelles, mais finalement, voilà, on a du mal à les valoriser. Et je voulais vous montrer 3 profils qui correspondent un petit peu à ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les personnes ici, mais en général, demandez ça à une personne du Quai d'Orsay, pas forcément. Or, c'est très important. Est-ce que des personnes ici donc connaissent certaines personnes qui sont là? Ou pas du tout? Pas trop. Vous avez tout à gauche Tony Valent. Tony Valent, c'est l'auteur du manga Radiant. Bon. Pourquoi je l'ai mis, le manga Radiant, qui est édité par Ankama, qui va être adapté en animé en 2018, parce que c'est très simple. On n'en a pas 2, on n'en a pas 3, on n'en a pas 4. On a un seul manga d'un auteur français qui se vend au Japon. C'est lui. Un seul. Et personne ne le connaît. Ici. Donc c'est quand même assez particulier. Au milieu, bon, plus reconnaissable par sa tenue, c'est un chef de cuisine, Ludo Lefebvre, à Los Angeles, qui est une star. Là aussi, personne ne le connaît. Ça me permet de revenir rapidement sur certaines opérations, comme l'opération Good France. Je pense que vous avez entendu parler. Laurent Fabius, à l'époque, au ministère des Affaires étrangères, avait pensé la gastronodiplomatie. On s'en est aussi beaucoup gargarisé en mettant en avant des produits français, notamment des plats traditionnels. Je peux vous dire que dans certaines ambassades, il y a eu assez peu de gens qui sont venus pour ce genre de grandes réunions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est foncièrement dans une époque de l'individualisme. Et ce qui intéresse plus les personnes, c'est pas de manger des plats français, c'est pas de manger un bœuf bourguignon, c'est d'avoir un chef cuisinier qui est français. Peu importe s'il fait de la cuisine fusion, qui fait, j'en sais rien, des sushis, peu importe. Peu importe. Et donc c'est très intéressant parce qu'au lieu de miser sur nos jeunes forces vives,
des chefs cuisiniers, qui sont connus à travers le monde, et bien finalement, on va miser sur des produits du terroir, c'est très bien. Et le problème, c'est qu'il faudrait faire les deux en même temps pour influencer. Il ne faut pas le faire que d'un seul côté. Bon. Et tout à droite, vous avez alors là une personne qui s'appelle Ida Dossi. Ida Dossi, qui est à l'origine une enseignante en français, qui animait une émission de conversation française sur IBS, une chaîne coréenne, et qui est une véritable star en Corée du Sud. Mais là encore, ici, elle n'est pas connue. Donc on a des personnes, des initiatives individuelles, qui sont des stars à l'étranger, qui envoient une image de la France. Est-ce qu'ils ont déjà été invités par une ambassade pour un événement? Pas certain, ou pas beaucoup. Parlons maintenant des États-Unis. Parce que je vous ai parlé aussi de l'influence anglo-saxonne, on a rapidement vu la Grande-Bretagne. Les États-Unis aussi ont une influence de la culture pop qui est très prégnante. Seulement eux, ils ont une facette communication politique que finalement, qui vraiment prédomine sur leur sujet. Vous voyez ici une image caractéristique. Vous avez Barack Obama, qui a avoué être un immense fan de Spider-Man, aussi de Conan le Barbare d'ailleurs, immense fan, et qui apparaît dans de nombreux comics, notamment Spidey meets the President. Et alors là, le speech est assez marrant, grosso modo, une histoire de sosie pendant le discours d'inauguration, Spider-Man va le sauver, etc. Et finalement, qui va être un hommage au président américain Barack Obama. Donc, ça marche très bien l'influence culturelle comme ça. Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Ici, alors c'est un personnage, certains connaissent mais moins connu, d'Harley Quinn, la compagne du Joker dans Batman, qui elle va grosso modo dire dans ses planches « Et si on allait assassiner le président ?» Sauf que le président c'est Trump. Là. Et Donald Trump apparaît déjà depuis des années, très souvent comme le grand méchant des comics. Alors depuis qu'il est devenu président, alors là, c'est tout le temps. Et c'est intéressant parce que, in fine, la culture pop américaine, les comics, n'hésitent pas à s'engager politiquement de manière très forte et très visible. Voilà, on va assassiner le président. Bon, là, au moins c'est clair. Et on l'a vu très récemment avec le film Black Panther, dont beaucoup parlé à travers le monde. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je suppose qu'il y a un carton mondial au box-office, un peu partout dans le monde, où vous avez, donc c'est un film de Ryan Coogler, qui date d'il y a quelques mois, et qui vraiment veut mettre en avant un personnage de couleur comme un super-héros et veut en faire le centre du film, pour essayer d'influencer l'industrie d'Hollywood. Bon. On ne sait pas si ça va marcher. Mais en général, c'est vrai que quand vous aviez des comics qui ne marchaient pas avec des héros de couleur, on les supprimait directement. Là, ce film a eu un tel succès, il a mis en avant l'Afrique, et c'est assez intéressant parce que le pays un peu fantasmé, c'est le Wakanda, qui est un pays qui est imaginaire, très avancé technologiquement, très riche, etc., et qui veut renvoyer une belle image de l'Afrique. Alors, il a été encensé, il a été critiqué, peu importe, l'objectif c'est pas vraiment de prendre position ici, mais l'idée c'est de dire qu'on a de plus en plus des films qui s'appuient sur la culture pop pour s'engager politiquement frontalement. Parce que là c'est un engagement frontal, ils n'ont jamais dissimulé. Et donc, on va revenir vraiment cette fois-ci à la France. Comment peut-elle s'en sortir dans tout ça? On a vu que finalement on met assez peu nos productions de culture pop en valeur, assez peu. Mais heureusement, beaucoup d'autres le font pour nous. Et ça, c'est ce qui est formidable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler un petit peu de ce que j'appelle les sphères d'influence. Les sphères d'influence, c'est quoi? Ça peut être des sphères d'influence très simples. Exemple, le PSG, Paris Saint-Germain, un club de football, a été racheté par le Qatar. Ok. Vous allez lire partout, le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain pour renforcer son soft power. Parfait, vous avez Qatar, Paris Saint-Germain et soft power. Un référencement extraordinaire sur Internet. Est-ce que, pour ça me personnel le foot, est-ce que finalement le PSG vous fait aimer le Qatar? Pas forcément. Est-ce que finalement l'investissement des Qataris va diffuser les matchs de Paris dans le monde? J'étais en Thaïlande il y a quelques mois, à Bangkok, les maillots du Paris Saint-Germain s'arrachaient. Et tout le monde parlait de la France. Personne ne parlait du Qatar. Donc quelque part, c'est une vraie question. Là, on va parler de productions qui viennent d'un autre pays, qui ont été reprises par un autre, diffusées encore par un autre. Comment ça se passe? Vous avez un manga japonais qui est repris en animé, donc en dessin animé coréen. Et tout ça est inspiré
finalement, d'une nouvelle, d'un roman, je ne sais pas, français, européen. Comment va se passer l'influence? Et ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque de référence et de reprise culturelle en permanence. Et on y vient à mon temps perdu, à la FNAC, où je vais voir le rayon manga, et que vois-je? Je vois, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, donc c'est la collection Soleil Manga, en haut. Donc les éditions Soleil, c'est une grande maison d'édition de bande dessinée, ceux qui font l'Anfos de 3, etc. Mais ils ont aussi une vision manga. Et vous avez donc des mangas sur Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra, Proust, À la recherche du temps perdu, Le Capital, Le discours de la méthode de Descartes, et ça va être Le contrat social de Rousseau tout au bout. En bas, vous avez une autre maison d'édition avec Les aventures de Tom Sawyer, Jenner, etc., etc. Les 4 filles du docteur Marsh. Mais là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler l'hybridation de la culture. De manière très simple. C'est que vous avez des personnes qui vont accéder à une culture de haut niveau par ce biais-là. Voilà. Et on aura beau, finalement, volontairement ou involontairement le mépriser, in fine, ce qui fait le pont avec une certaine culture et ce qui la rend accessible, alors ils peuvent être plus ou moins bien, on est d'accord, c'est ça. C'est pas autre chose. Si vous avez un étranger qui veut apprendre à lire, par exemple, et qui est intéressé par Proust, il ne va pas pouvoir lire Proust dans le texte, ou alors un colloque sur Proust. Bon. Je suppose que certains d'entre vous sont peut-être déjà arrêtés du côté de chez Swan. Donc, in fine, il va passer par ça, par le manga, il va pouvoir voir, ça va être plus simple, raconter un peu en mode shonen, etc. Et puis après, il va décider, est-ce que je veux aller plus loin ou pas? Mais c'est une réalité. Et là, c'est vraiment 2 étagères, quand même, à la FNAC, ce qui n'est pas rien du tout. Dans la même lignée, vous avez ces 2 mangas-là. Donc les mangas, c'est la bande dessinée japonaise, hein, je vous en ai un petit peu parlé. Vous savez que la France est l'un des pays les plus gros consommateurs de mangas. C'est le 2e après le Japon. D'accord? Donc c'est quand même une culture qui est extrêmement importante. Et on lit beaucoup de choses qui sont fausses sur le manga. Ça permet de faire un aparté. On lit beaucoup, voilà, le manga, c'est foncièrement à l'encontre de la culture japonaise, qu'une culture élitiste, qui est finalement une culture de très haut niveau, etc. Le problème, c'est que c'est beaucoup depuis l'ère Meiji, où, depuis une certaine période que c'est comme ça, finalement, la littérature, on va dire un peu osée, drôle, etc., elle existe au Japon. Et je vous renvoie à un ouvrage qui est fantastique, vraiment, qui s'appelle Manga, ça tombe bien, de Jean-Marie Bouissou. Jean-Marie Bouissou, c'est un professeur de Sciences Po Paris, qui passionné de relations internationales, du Japon, etc., mais aussi passionné de manga, et qui a écrit un ouvrage sur ça qui s'appelle Manga et qui est extraordinaire, où il va parler de tous les mangas, enfin beaucoup qui existent, en disant ce manga-là nous apprend ça, ce manga-là influence en ça, etc., etc. Et donc là, vous en avez 2 qui ont la particularité d'être publiés par les éditions Kurokawa. J'ai eu la chance pour ma thèse, notamment, d'avoir un entretien avec Grégoire Hello, qui dirige les éditions Kurokawa, et qui lui aussi me disait, mais Pierre-William, Les Misérables et Arsène Lupin, ça cartonne au Japon. En 2013, ça marche très bien, ça marche aussi bien en France. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que ça marche? Il dit, mais parce que les Japonais adorent, et ça on le sait peu en France, Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Ils adorent. Bon. Il me dit, et puis Victor Hugo aussi, ça leur parle. Donc ça marche très bien. Donc, publié en 2013 au Japon, et puis finalement qui arrive en 2015, de mémoire, en France, aux éditions Kurokawa. Et là, c'est intéressant parce que certains personnages, comme Arsène Lupin ou autres, on va pouvoir les découvrir via le manga. Et là, c'est intéressant parce qu'on influence des populations étrangères, mais on permet aussi à une autre génération d'accéder à certaines œuvres qu'ils n'auraient peut-être pas lues du tout parce que les codes étaient très difficilement, ou alors demander du temps pour être accessibles. Alors, on va passer à l'apéritif. Vous voyez ici une bouteille de Gevrey-Chambertin. J'ai pris cette image-là parce que j'ai une passion pour le Bourgogne. Qu'est-ce que c'est ce manga-là? C'est Les Gouttes de Dieu. Les Gouttes de Dieu, c'est un manga dont on a beaucoup parlé. Les Gouttes de Dieu, c'est un manga qui a été publié au Japon entre 2004 et 2014, qui arrive en France en 2008, et qui est très intéressant parce que c'est l'histoire un peu classique d'un œnologue qui veut être le meilleur œnologue, etc., mais qui va tester beaucoup de vins. Pourquoi c'est très important? Parce qu'à chaque fois que des vins vont être évoqués dans ce manga-là, ou dans un animé qui va passer chaque semaine, etc., eh bien son prix va être souvent décuplé. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on a finalement des
des vins qui étaient des vins assez qualitatifs, on peut dire, bon voilà, des bouteilles peut-être à 6, 7, 8 euros, qui vont se retrouver à 1000 dollars au marché noir à Hong Kong. Parce qu'on va l'évoquer justement dans ce manga-là et dans ces animés-là. Ce qui est quand même quelque chose, finalement, ce qui est la meilleure diplomatie culturelle, qui n'est même pas faite par nous. Donc l'intérêt, c'était d'inviter ces mangakas, ces dessinateurs, dans des vignobles, pour goûter, regarder, voir un petit peu le savoir-être, le savoir-vivre à la française, et puis les dégustations, s'en inspirer et en parler. Et comme ça, on fait vendre énormément. Parce qu'in fine, l'influence culturelle, ça sert aussi à faire vendre. Donc ça, c'est un exemple qui, quand même, est assez intéressant, sachant que les Japonais ont une vraie passion pour le vin. On va passer à quelque chose d'autre. On va passer à des illustrations d'ouvrages. Alors ici, vous avez des illustrations, excusez-moi, de nombreux ouvrages, notamment des ouvrages de Saint-Exupéry. Terre des hommes, Vol de nuit, Courrier Sud, etc. La particularité de ces illustrations, c'est qu'elles ont été faites par qui? Elles ont été faites par l'ami Miyazaki. Miyazaki, qui est le cofondateur des studios Ghibli. Je pense que vous connaissez les productions les plus célèbres. En France, c'est très connu à partir de Princesse Mononoke, Le Château dans le ciel, Le Château ambulant, Le vent se lève, etc., etc. Et Miyazaki est un amoureux fou des années 30, de la France, de l'aéropostale, cette grande aventure, de Saint-Exupéry, de Mermoz, etc. Et va lui-même souvent faire la préface et la postface des versions japonaises des ouvrages de Saint-Exupéry. Et il ne va pas s'en cacher, il va dire que finalement cette inspiration irrigue vraiment toute son œuvre. Il a fait plusieurs films, notamment Le vent se lève, Porco Rosso, qui est l'un de ses chefs-d'œuvre, qui est vraiment inspiré de Saint-Exupéry et de l'histoire de l'aéropostale. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez très récemment, on en a beaucoup parlé, la mort de Takahata, qui était l'autre cofondateur des studios Ghibli, celui qui a fait Le tombeau des Lucioles. Vous êtes un petit peu dépressif, ne le regardez pas ce soir. Qui est un film assez intéressant, et Takahata, c'est quelqu'un qui est diplômé, à la base, de littérature française. Donc vous aviez les deux cofondateurs d'un studio qui est aujourd'hui le studio d'animation le plus important, finalement, au monde, ou en tout cas en réputation, qualité de production, qui a été fondé par deux amoureux de la culture française et qui renvoie finalement à un amour aussi de la culture française. On peut même voir un petit peu plus loin et se dire que, outre les films d'animation qui sont très largement accessibles, comme ça, vous avez des productions d'animation qui finalement sont, on va dire, de qualité égale, parce que les Miyazaki sont des chefs-d'œuvre, mais qui sont un peu plus difficilement accessibles, mais qui sont dans le même esprit. Vous avez ici La Grenadière. Alors, La Grenadière, c'est un roman, enfin une nouvelle de Balzac, qui est une nouvelle des années 1830, 1832, qui évoque la vie d'une famille bourgeoise dans la Loire, aux environs de Tours, et qui va faire l'objet d'une part de tableaux. Vous voyez, c'est inscrit en bas de l'affiche, tableau de Ken Fukazawa, qui va faire une série de 70 tableaux sur justement cette nouvelle de La Grenadière, et ces tableaux vont être faits en animé, ce qu'on va appeler un ganimé. Ga, peinture, nimé, animé. Par Koji Fukada. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on a même différents arts, différents médias qui se recoupent. On a une nouvelle, qui est une nouvelle de Balzac, de 1832. Très peu de gens connaissent cette nouvelle-là de Balzac. À côté de ça, vous avez des tableaux qui sont faits dessus et on reprend ces tableaux en animé. Et ça c'est extraordinaire. Parce que la meilleure communication qu'on peut faire pour le Balzac, plus qu'un colloque très restreint, ça va être ce genre de production qui met en avant plusieurs arts et qui vraiment va faire partager, sûrement ce que vous voulez faire partager aussi Balzac. On va passer maintenant un peu dans le jeu vidéo, parce qu'on n'en a pas parlé. Ici, vous avez un jeu qui est assez particulier, qui s'appelle Eternal Sonata. C'est pas le plus connu des jeux, c'est un jeu qui est sorti en 2008, donc ça fait quand même 10 ans, quasiment, qui a été développé par Tricrescendo. Certains s'intéressent, et ceux qui ont fait notamment Baton Kaitos et certains Tales of, qui va finalement prendre part dans les rêveries de Chopin. On parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, Chopin, qui à la fin de sa vie atteint de la tuberculose, voilà, c'est un petit spoiler si vous ne connaissez pas la vie de Chopin, eh bien, va faire certaines rêveries, et finalement ces rêveries vont être des phases de gameplay, véritablement,
sous forme de ce qu'on appelle un RPG, donc un jeu de rôle, etc. Donc là, c'est très intéressant parce que à chaque chapitre, vous allez avoir des musiques de Chopin, et finalement, ça va être en creux la vie de Chopin. Et ça va permettre aussi à une génération, alors c'est pas le jeu le plus vendu, on est d'accord, mais finalement, de s'intéresser à Chopin sans rien y connaître à la musique classique, d'une part, et peut-être des fois sans y avoir accès. Parce que c'était la grande problématique, notamment que mettait en avant Bourdieu, que ce soit dans la distinction, les héritiers, etc., c'est de dire que certains milieux n'ont pas accès à une certaine forme de la culture, n'ont pas les moyens. La culture pop, soit par ses contenus ou ses contenants, va donner un accès à ça, très important. On va continuer un petit peu dans les jeux vidéo. Ici, vous avez, et là c'est très intéressant à mon sens, deux personnages d'un jeu qui s'appelle Nier Automata. On en a beaucoup parlé, c'est un peu l'un des grands chefs-d'œuvre de ces derniers mois. Et Nier Automata, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est fait par Yoko Taro. Si le jeu vidéo vous intéresse, je vous enjoins à lire un ouvrage qui s'appelle Yoko Taro, de Turcef, et qui va vraiment essayer de montrer en quoi ce créateur-là, finalement, veut faire passer des messages dans ces jeux vidéo. Drakengard, Nier Automata, et en quoi vraiment il a une conviction. C'est quelqu'un qui est un antimilitariste, et il veut essayer de faire passer ça aux joueurs et de briser le quatrième mur. Ici, vous avez deux personnages, deux robots. Vous allez me dire comme ça, ok. Celui de gauche s'appelle Jean-Paul, en hommage à Jean-Paul Sartre. Celui de droite s'appelle Pascal. Et durant le jeu vidéo, vous allez rencontrer Hegel, vous allez rencontrer Engels, etc., etc. Et vous avez vraiment une culture qui va être véhiculée par ces jeux-là. Alors, c'est très bien aujourd'hui, là encore je reviens de faire des conférences sur Pascal, etc. Mais la future génération, à fortiori étrangère, elle va connaître Jean-Paul Sartre et Pascal, pas par ces ouvrages-là, par là. Voilà. On peut toujours détourner le regard, mais dans 20 ans, ça sera une référence. A fortiori, parce qu'aussi c'est très bien, il faut l'avouer. Donc développé par Platinum Games, qu'on fait Bayonetta, etc. On va encore parler 3 moments de jeux vidéo, puis comme ça, j'arrêterai un peu sur le jeu vidéo qui ne vous intéresse peut-être pas forcément. Et vous avez là encore pareil, un autre jeu vidéo japonais, Persona 5, qui met en avant le personnage d'Arsène Lupin. Je vous dis, Maurice Leblanc et Arsène Lupin sont très 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 présents au Japon. C'est vraiment là-bas un ouvrage beaucoup plus qu'ici. Là-bas, vous parlez du premier roman de Maurice Leblanc, L'Aiguille creuse, tout le monde connaît. Ici, les gens ne lisent plus vraiment Maurice Leblanc. Je passe rapidement, une autre saga, Bloodborne, les studios From Software, qui là sont un jeu vidéo qui est un hommage, vraiment, hommage à la fois à l'époque victorienne, mais surtout à cet immense auteur qui est Lovecraft. Donc Lovecraft, auteur américain du début du XXe siècle, qui a écrit L'Appel de Cthulhu, notamment, et c'est vraiment de la dark fantasy. Et puis, on en vient à ce qui finalement va conclure mon propos et vous montrer en quoi, à travers un exemple, l'hybridation de la culture, elle est totale par ces médias et par les nationalités. Et je vais vous prendre un jeu qui s'appelle Ico. Ico, qu'est-ce que c'est? Ico, c'est un jeu qui est sorti en 2001, donc ça fait très longtemps, ça fait 17 ans, par Fumito Ueda, qui est considéré comme l'un des grands créateurs, on va dire, de jeux vidéo japonais. Et là, ici, vous avez la jaquette. Alors, ici, je suppose que beaucoup d'entre vous ne sont pas forcément jeux vidéo. Seulement, vous êtes peut-être un peu plus art. Et vous avez la jaquette à gauche, et à droite, vous avez un tableau de... Est-ce que ça vous parle? De Chirico, qui est l'un des cofondateurs de la peinture métaphysique, évidemment un Italien, qui a été encensé par les surréalistes avant d'être complètement descendu, pour, on va dire, certains ralliements ou opinions qu'il a mis par la suite. C'est l'époque. Et ça va même être... André Breton va en être fou. André Breton va longtemps posséder Le cerveau de l'enfant, qui est son œuvre phare à De Chirico. Et là, vous avez une de ses œuvres à droite qui s'appelle Piazza d'Italia, une œuvre de 1970. Et à gauche, vous avez la jaquette du jeu vidéo. Il ne se cache pas de l'inspiration. L'inspiration est vraiment là. Donc c'est très intéressant parce que vous avez un accès finalement à une esthétique, qui est une esthétique italienne, du début, grosso modo du XXe siècle, par un jeu vidéo, même sans avoir joué. Combien de joueurs ont acheté ce jeu? Combien de personnes sont allées voir une exposition sur ce peintre-là? Voilà. C'est une question, à un moment, d'efficacité. Et surtout,
Ce jeu vidéo-là, il va être inspiré par quelque chose qui va inspirer tout le Japon. C'est le roi et l'oiseau. Le roi et l'oiseau, pour nous, c'est quelque chose qu'on va passer peut-être au collège, au lycée, en primaire, je ne sais pas, en disant c'est un joli film d'animation. C'est un très grand film d'animation. Le roi et l'oiseau, je vous replace. Ça sort en 1980 et c'est fait par deux personnes, l'une plus connue que l'autre, Paul Grimaud et Jacques Prévert. Bon. Jacques Prévert va notamment faire les dialogues. Et là, c'est là où c'est très intéressant. À l'origine, l'inspiration du roi et l'oiseau, c'est un conte d'Andersen. Andersen, donc début 19e, qui est un Danois, enfin milieu du 19e, qui est un Danois, donc part du Danemark, on est d'accord, qui va écrire La bergère et le ramoneur, qui va inspirer donc ce film-là, Le roi et l'oiseau, qui est un film français, okay, et qui va ensuite inspirer tout l'animé japonais, notamment les studios Ghibli. Il faut bien voir que Takahata, l'un des cofondateurs des studios Ghibli, est allé à une exposition de Paul Grimaud et il lui a demandé un autographe à la fin du XXe siècle en disant « mais je suis complètement fou du roi et de l'oiseau ». Le roi et l'oiseau, c'est le premier... alors, il faut savoir que Le roi et l'oiseau, il y a une première version qui s'appelle aussi La bergère et le ramoneur, comme le conte d'Andersen dans les années 50, qui est le premier film d'animation français, mais qui finalement va être un peu repoussé par Grimaud et Prévert, qui vont faire une deuxième version. Et il faut savoir que ce film-là va passer toutes les grandes questions, notamment du Japon actuel, et le rapport entre la machine et la nature. Il y a par exemple un automate qui est très très important dans Le roi et l'oiseau. Et donc là, c'est assez intéressant parce que finalement, tout le merveilleux, tout le mystérieux, toute la démesure, toute la complexité des personnages va nourrir les films d'animé et les studios Ghibli. Toutes ces réflexions sur le progrès technologique et scientifique. Vous prenez par exemple Le Château dans le ciel, qui est l'un des chefs-d'œuvre de Miyazaki, et vous allez avoir ça qui va vraiment être véhiculé. Et donc vous avez une image du jeu juste à côté, Ico, qui reprend vraiment ce duo de personnages dans un monde onirique, etc. C'est mystérieux avec une complicité de personnages. Tout ça pour vous dire quoi? Pour conclure sur ça de manière très simple. Vous essayez de montrer le maximum de choses, des différents éléments de la culture pop, etc., en quoi ça pouvait influencer. Mais là, vous avez quelque chose finalement qui est très peu traité, un peu par la sociologie de circulation des biens culturels, mais assez peu, où vous avez donc une production danoise qui inspire un film français et qui est repris aujourd'hui par des studios d'animation japonais. Et la grande question, elle est là. Les personnes qui vont voir des Miyazaki, qui vont voir un film de Miyazaki, est-ce qu'ils vont comprendre les références à la culture française? Est-ce qu'ils vont comprendre les références à la culture danoise? Oui ou non? Et est-ce que ça va les influencer pour voir d'autres productions qui vont finalement, ça va être une sorte de passerelle, de point d'accès. Voilà. Et écoutez, je vous remercie et je laisse peut-être à quelques questions. Ça vous intéresse. On va prendre quelques questions si certains d'entre vous ont des questions à poser à notre intervenant. J'ai quelques questions. J'aimerais savoir, c'est très, très intéressant, merci pour cet exposé. Est-ce que vous savez s'il y a des séries françaises, des dessins animés qui sont créés et poussés en ce moment pour aller à l'étranger, justement? Je sais qu'on a parlé du Bureau des légendes qui a un certain succès en France et il y a peut-être des adaptations à l'étranger où je ne sais pas si justement ils passent à l'étranger si on le diffuse. Vous parlez du Japon et de la Corée. On voit que la Corée, alors que c'était un petit pays, a réussi à être hyper influente dans le monde entier et même à dépasser le Japon chez un public qui était très japonisé avant. Quelle est l'influence du Japon aujourd'hui en Corée, justement? Est-ce que ça continue un petit peu? Ensuite, est-ce que vous savez comment quand vous avez fait votre thèse, les studios de jeux vidéo japonais, notamment Squaresoft, comment ils faisaient avant qu'il y ait Internet, qu'il y ait tous les moyens, comment ils travaillaient la culture des autres pays pour l'inclure dans leur production? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus ou pas du tout? Parce qu'ils font passer notamment la culture d'Europe du Nord et des choses qu'ils ont, voilà, sans avoir forcément directement les outils ou avoir voyagé là-bas. Et le dernier point, vous avez parlé de la culture politique, enfin de l'utilisation dans la politique. Est-ce que vous avez vu regarder ce qui a été fait notamment pendant la campagne de Donald Trump, parce qu'on a beaucoup parlé de ça en France avec l'utilisation de mèmes à grande échelle, mais ça a été souvent assez mal
assez mal discuté? Est-ce que les gens qui utilisaient ça étaient connaisseurs à la base? Est-ce qu'il y a des gens... Comment ça s'est passé concrètement? Mais je vous remercie, ça fait beaucoup de questions. J'essaie de répondre de manière assez synthétique et finalement vous répondre en vous exprimant ce qui était un petit peu ma thèse. Quand j'ai fait mon travail de thèse, mon objectif, c'était de voir si tout simplement les personnes qui faisaient la culture pop et les personnes qui font la diplomatie culturelle se parlent. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Vous avez par exemple donc Grégoire Hello, qui est chez son Kurokawa, qui me disait « Moi, le ministère des Affaires étrangères japonais m'a écrit pour me rencontrer, pour me dire merci de ce que vous faites pour la culture japonaise, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Est-ce que l'inverse est vrai? Je ne suis pas certain. Ça répond à votre question notamment pour Square Enix. Square Enix, effectivement, eux ont une stratégie un petit peu différente, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment agrandis avec la fusion avec Enix pour finalement survivre et vendre. Pour ce qui est de l'influence, vous avez par exemple, je ne vais pas vous répondre Square Enix, mais pour Ubisoft, vous avez des personnes qui sont chargées de ça. Quand vous avez un jeu comme Assassin's Creed, vous avez des historiens qui vont vraiment vous dire comment ça doit se passer dans le jeu. Vous avez des personnes, par exemple, qui vont les aider à modifier les armes à feu ou les régiments pour que ça corresponde à l'histoire. Donc vous avez des conseillers pour Ubisoft. Pour Square Enix, très sincèrement, je ne sais pas. Donc c'est difficile de vous répondre. Pour la campagne de Trump, ça c'est vraiment de la stratégie d'influence numérique. C'est quelque chose que j'ai assez peu traité. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'hybridité de la culture. Donc, moins les campagnes d'influence numérique. Et votre première question, dites-moi. Oui, c'était sur les séries françaises. Voilà, les séries françaises à l'étranger. Alors, un peu des BD, par exemple, ou des, ouais. ou des séries. Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur, in fine, le carcan infligé aux scénaristes, notamment par la télévision publique française. Alors, c'est drôle, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, il se trouve que je connais bien ça parce que ma sœur est scénariste. Et ma sœur me disait, mais dans le cahier des charges, c'est extraordinaire, parce que on n'a pas le droit de faire saigner un enfant, il faut répéter toutes les minutes ou 2 minutes le pitch de l'intrigue, etc., etc. Donc on a finalement, on est tellement cloisonné, qu'in fine, les séries qu'on arrive à vendre, qui auront un petit peu sexy, ça va être les séries souvent de boîtes privées, comme Canal, etc., qui se vendent bien. Après, la problématique, c'est qu'elles sont souvent adaptées à l'étranger. Exemple type, vous prenez une série comme Broadchurch, qui est un carton de la BBC, avec David Tennant. Cette série-là, elle est sortie en version américaine, où on a changé tous les acteurs, sauf l'acteur principal, David Tennant, et finalement, elle n'a pas très bien marché. Donc, in fine, est-ce que les séries françaises se vendent? Moi, je pense que ce qui est plus important, c'est les références qu'on fait de la France dans les séries étrangères. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Par exemple, j'ai écrit quelques articles sur ça, vous tapez Doctor Who et mon nom, vous trouvez sûrement, toutes les mentions dans Doctor Who qu'on fait de la France. Comment on mentionne la France? Est-ce qu'on l'agrandit, etc. Parce que le problème du soft power, on va revenir à ça pour conclure, c'est que le soft power, ça ne doit pas être de la propagande. Si vous faites une série où vous vantez vraiment la France, ça va être de la propagande. Alors que si ça vient d'une série étrangère, qu'on parle de la France, regarde, la France, c'est quand même la séduction. Voilà ce que je peux vous répondre très brièvement. Et puis écoutez, quand ma thèse sera éditée, sûrement que vous pourrez trouver d'autres réponses à vos questions. Bonjour, déjà merci pour cette approche assez originale. Ma question concerne l'exception culturelle française. Vous ne l'avez pas abordée à mon sens. Donc, je voulais savoir si à vos yeux c'était une entrave ou non à la pop culture française. Autre chose que je voulais aborder, si vous avez commencé par parler de soft power, en disant qu'il était difficile de le définir, de faire un classement, etc. Est-ce que l'essentiel n'est pas, non pas le classement, mais plutôt l'idée qu'on s'en fait dans le sens où, depuis qu'on dit que la France est première au classement du soft power, il y a du coup ce bon côté qui anime, on va dire, la culture française et qu'on a envie justement de l'améliorer et repartir sur un nouveau, partir sur un nouveau rebond qui permettrait justement de vouloir continuer dans cette lancée. Je ne sais pas si j'étais très clair sur la seconde question, mais voilà, merci. Alors, je vais vous répondre à votre deuxième question. Ce qui m'intéresse, in fine, ça va être les générations futures. Moi, je pense que les personnes qui aujourd'hui ont 15-16 ans, elles s'en moquent complètement du classement du soft power. Et elles regardent des animés, des mangas, de la bande dessinée, etc. Et elles vont très vite voir les pays qui les intéressent par cette culture-là. Certes, une certaine classe d'âge va peut-être se gargariser, on va dire entre 20, 40 ans, etc., en disant « oui, la France, on en parle, c'est bien, etc. » Mais finalement, si vous lisez un petit peu la presse anglo-saxonne, c'est très intéressant, notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est que vous avez vraiment une presse qui
qui est pro-Macron, étrangère, et une presse qui est anti-Macron. Et ça, peu importe le classement, vous avez par exemple le New York Times, c'est très particulier. Bon. Donc, à mon avis, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, est-ce qu'en parler, dire que la France, finalement, ça rentre dans l'esprit. Moi, quand je suis à l'étranger, je vois des personnes, des fois, de milieu populaire, ils ne connaissent pas ce classement, quoi. Peut-être auprès d'intellectuels, mais je pense que assez peu de gens sont dupes. Nous, on le reprend dans le terme de la communication, dans les journaux, etc. Mais je suis un petit peu dubitatif sur ça. Pour ce qui est du soft power, finalement, c'est un concept qui va nous aider à travailler. On est bien d'accord. Mais le problème, c'est que c'est un concept américain. Et il faut savoir à quoi on se réfère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vecteur d'influence, c'est la société civile. C'est la société civile, et justement, c'est un risque. Parce que la société civile, quand on est les États-Unis de Donald Trump, bah, ça peut se retourner contre nous. Donc, quelque part, c'est compliqué, mais effectivement, c'est un outil. Moi, je fournis celui de la stratégie culturelle, parce que ça me semble incroyable qu'on ait traité autant de stratégies, et finalement, jamais de stratégie culturelle. On parle de stratégie militaire, on parle de stratégie économique depuis l'école d'Harvard, les années 60, et la matrice SWOT, si certains sont consultants. Horrible matrice SWOT. Mais finalement, stratégie culturelle, on n'en parle pas. C'est quand même extraordinaire. Bon. Et, excusez-moi, votre première question, c'était... J'ai un peu... Sur l'exception, voilà. Alors, sur l'exception culturelle, le problème de la France, politiquement, mais alors c'est vraiment de la science politique, c'est qu'on est coincé entre deux perceptions, entre deux mouvements, exactement. On a un mouvement qui est celui de l'exception culturelle. Très bien. Notre culture est différente. Mais on a un autre mouvement qui est celui de passeuse de culture, dans la tradition de Malraux, finalement, de diversité culturelle, et c'est compliqué. Si on fait passer les autres cultures, on ne fait pas passer la nôtre. Donc l'exception culturelle, c'est un concept diplomatique qu'on a mis en place. Je ne suis pas certain que beaucoup de gens à l'étranger y croient, vraiment. C'est sûr qu'on a une place à part. La France parle, mais sans ce concept-là d'exception culturelle, sans ce concept-là. Moi, je pense, ce qui est le plus intéressant à noter, plutôt que l'exception culturelle, c'est l'autre idée. Donc, la deuxième mouvement, c'est la France passeuse de culture. Parce que finalement, la world music au XXe siècle, eh ben, elle émerge à Paris. Beaucoup de choses vont émerger à Paris, de production étrangère d'une France véritablement passeuse de culture. Et ça, c'est une image qui, je trouve, finalement, amène beaucoup plus que l'exception culturelle, qui finalement se distingue, mais on ne se distingue pas, je veux dire, de manière légitime. Par une production actuelle, on va pouvoir dire, voilà, on est une exception culturelle. Moi, je pense, à mon sens, que c'est un carcan. Mais c'est mon avis très subjectif. Oui, je ne vous entends pas du tout. Tout comme l'Académie française, peut-être pour la francophonie, par exemple. Plutôt que de libéraliser la culture Ouais. et la langue, Ouais. on reste toujours dans cette tradition. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est une hérésie. Quand j'ai dit ça à mon jury de soutenance, j'ai cru vraiment que les gens allaient s'évanouir. J'aurais dit, ça m'aurait peut-être arrangé pour finir plus vite. Quand je leur ai dit ça, je leur ai dit exactement, la langue a un rôle, mais je ne pense pas que ce soit l'alpha et l'oméga de l'influence culturelle. Pour une raison très simple. Les mangas cartonnent en France. Qui parle japonais ou coréen? Personne. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des traducteurs, et des très bons traducteurs. Quand on a lu Shakespeare, on n'a pas lu Shakespeare dans le texte, on a lu les traductions formidables de Bonnefoy. Eh oui. Donc, l'importance de la langue, à mon sens, est à relativiser. Je pense qu'on s'enferme un peu trop dans la francophonie, et qu'on devrait, au contraire, essayer de travailler plutôt tout ce qui est aspect narratif des productions culturelles. La langue, c'est important. Évidemment, la langue, c'est l'intelligence d'un pays. Mais malgré tout, c'est pas l'alpha et l'oméga. Voilà. Donc, effectivement, oui, quelque part, ça recoupe un peu l'exception culturelle. D'autres questions? C'est bon. Une question? Je peux juste faire une observation sur l'exception culturelle. Vous oubliez quand même le cinéma français qui est encore le deuxième du monde derrière les États-Unis. Donc ça a quand même du bien, ça permet une production, quelle qu'elle soit au niveau qualité, mais de produire 200, je crois, ou 250 films par an. Ça n'existe plus dans aucun pays au monde. Il n'y a plus de cinéma italien, il n'y a quasiment pas de cinéma allemand, un petit peu de cinéma anglais, un petit peu de cinéma espagnol, mais pas la qualité, enfin en tout cas la quantité de films français. C'est quand même un petit peu du bon de ce côté-là. Et je vais vous répondre directement, c'est exactement ce que disait monsieur. Je pense, et là c'est pas un avis sur, moi je suis très heureux
Je suis très heureux qu'il y ait du cinéma français, on est bien d'accord. C'est pas Oui, du tout ce que je dis. Je m'en doute. Ce que je dis juste, c'est que pour l'influence culturelle, a fortiori pour la culture pop, c'est plus important que d'autres productions étrangères fassent, je vous le dis de manière très vulgaire, notre promotion. C'est ce que je dis. C'est plus influent quand on passe finalement par une parole oblique. Je vais faire un raccourci, bon, qui est un petit peu tendancieux. Beaucoup ici ont dû lire « Si c'est un homme » de Primo Levi, sur tout ce qui est aspect concentrationnaire, etc. « Si c'est un homme », c'est un ouvrage très fort, parce que finalement, c'est une parole oblique qui ne va pas parler directement des camps. On va sous-entendre. Et je pense que le sous-entendu, qui est valorisant, les sous-entendus pour la culture française, qui viennent des productions étrangères, favorise notre influence. C'est dans ce sens-là que je réponds à cette question sur l'exception culturelle. Voilà. Vous venez de dire, le fond des choses, c'est que dans une époque de globalisation, qu'est-ce qui marche? C'est l'image. Et vous avez tout à fait raison, c'est le langage international. Alors, vous avez décrit un processus naturel qui existe depuis le Paléolithique, c'est-à-dire on prend chez l'autre ce que l'on aime, même chez l'ennemi, même chez l'être le plus lointain. Tout d'un coup, on voit quelque chose que l'on aime et on le prend, et on se l'approprie. Et au fond, le pop a fait ça pendant ce demi-siècle. Et ce qui s'est passé en France, il faut peut-être... On le comprendra quand on comprendra l'histoire artistique et culturelle de ce qui s'est passé ces 50 dernières années. Et là, vous avez décrit aussi un système schizophrène, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez toutes les belles institutions qui ont fait que la France est connue dans le monde entier, mais de l'autre côté, vous avez un ministère de la Culture qui a imposé un art officiel unique, qui est exactement le contraire de tout le principe qui a fait de Paris le centre du monde. C'est-à-dire que Paris était la capitale de l'art parce que tous les courants étaient à Paris. Et que l'on venait à Paris pour pouvoir se montrer. Il y avait le Grand Palais où avaient lieu les salons et vous aviez tous les courants. Et tout le monde savait que là, on serait vu du monde entier. Et le jour où, à Paris, le ministère de la Culture a instauré des inspecteurs de la création et le choix d'une avant-garde unique, ce qui a été le cas jusqu'en 1990 en Union soviétique et qui a été le cas, ce qui a été le cas en France depuis 1983. C'est catastrophique parce que cet art officiel qui a été imposé est un art du cassage des codes et de la déconstruction. C'est-à-dire tout ce que l'on n'aime pas naturellement. Alors, du coup, on n'a plus rien exporté. Les artistes français ne sont pas connus dans le monde. Même, on a bloqué l'amour de la littérature de la littérature, du théâtre, par l'exportation des pièces de théâtre à l'étranger, tout simplement parce qu'on commençait à jouer à ces pièces en cassant les codes, en cassant le sens, en déconstruisant. Et donc les gens n'allaient plus voir ces pièces, sauf quelques intellectuels très, très réduits, dans les centres culturels. Et moi, j'ai eu tellement de cas d'amis, d'histoires à vous raconter sur ce qui s'est passé vraiment. C'est-à-dire que quand on jouait Claudel, par exemple, au Japon, l'ambassade n'était pas au courant. Donc il y avait une troupe française qui avait réussi à prendre des contacts au Japon, qui avait été invitée au Japon, qui avait joué Claudel avec le contenu, c'est-à-dire le sens, comme Claudel l'avait conçu. Et là, les salles étaient absolument pleines, et ce n'est pas des salles françaises, ce sont des salles où il y a des milliers de places. L'attaché culturel apprend qu'on joue Claudel au Japon. Oui. Et, non, mais simplement pour illustrer parfaitement ce que vous avez dit. Apprend dans les journaux qu'il y a Claudel qui est joué au Japon. Merci beaucoup. Merci. Bon, on va clore la session questions parce qu'il est déjà 21h passé. Alors, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre attention. Et si vous avez d'autres questions, je vous invite, j'imagine que vous êtes disponible, Pierre William, quelques minutes. Merci. Donc merci à vous et merci surtout
Bonsoir. Parmi le fait que tu es à Capua, coréenne, du coup, grâce à ça, l'apprentissage de la langue coréenne explosait. Oui. Et en même temps, vous avez dit aussi Ça que, va par exemple, Bonsoir. la culture japonaise ne déclenchait pas un apprentissage accéléré. Ah, c'est le 9 et